Merci à notre rapport de mesure planification familiale en 2030. Ce webinaire va commencer dans quelques minutes. Merci. Good morning, good afternoon, and good Bonjour, evening. bon après-midi et bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes très ponctuels ici, à 9 heures précises, là où vous êtes. Merci beaucoup. Je m'appelle Jason Brennan. Je suis le directeur exécutif des mesures des données à FP 2020-2030. Je vais être le modérateur et le présentateur. Peut-être que j'aurai d'autres collègues qui vont se joindre à nous, qui vont se présenter. Nous attendons à ce que la salle soit pleine. Nous allons donner aux gens quelques minutes pour pouvoir se joindre et se connecter. Merci beaucoup d'être ponctuels. Vous allez entendre des nouvelles de moi dans quelques minutes. Merci. It's great to see so many C'est familiar un plaisir de voir tellement de visages familiers qui viennent de se joindre à nous. Je vois le visage d'un collègue qui s'est joint à nous à cette conférence de ligne. Nous sommes très enthousiastes de pouvoir présenter notre rapport d'évaluation FP 2030-2022 de 2022 ce matin. Nous allons le faire en cette conférence de ligne. Je vais être joint aujourd'hui par trois collègues extraordinaires. Mon collègue, Dr. Samakalissi Dubey, qui est le directeur exécutif de FP de 2030, qui va ouvrir cette conférence en ligne. Mes collègues du département de santé KFF, Emily Sonnefeld et Adam Waxler. Vous allez aussi entendre ma perspective concernant ces données en particulier. La plupart d'entre vous sont devenus habitués à ces conférences en ligne que nous avons offertes sur ces rapports d'évaluation. Vous avez toujours de nouveaux visages qui se joignent à nous. Nous allons parler de comment nous atterrissons vers les données sur une base annuelle à travers différentes présentations et nous allons avoir bien sûr un débat, questions-réponses, une session qui va atterrir vers la fin. Vous allez trouver ce matin qu'il y a l'interprétation simultanée qui est offerte. Choisissez la langue de votre choix. Nous avons des interprètes en langue espagnole, française, anglaise. Nous avons aussi un surtitrage qui est offert pour ceux qui en ont besoin. Vous allez voir qu'il y a des boutons qui se réfèrent à cela. Nous allons prendre des questions-réponses à travers la session de la fin de la conférence en ligne. Nous allons avoir des personnes disponibles pour répondre aux questionnements que vous posez, mais soyez libres, mesdames et messieurs, de pouvoir étaler des questions fondamentales, pertinentes vers la fin. Vous êtes bienvenus pour utiliser la boîte à conversation, pour nous dire d'où vous vous joignez, de quelle partie du monde. Certainement, nous avons des gens de plusieurs pays à travers le monde et vous êtes bienvenus à vous présenter là que nous venons de commencer. Avec cela, sans trop tarder, je vais donner la parole à mon collègue estimé, distingué, Dr. Salmon. Bonjour et merci beaucoup, Jason. Bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir, là où vous êtes connectés du monde entier. Je voulais juste reconnaître le partenariat que nous avons auprès de cette organisation. Merci beaucoup, Émilie, pour tout ce que vous faites. Merci, Adam, de KFF.
de l'équipe financière pour votre collaboration, votre coopération et pour arriver là où nous sommes par rapport à ce programme de 2030. Je m'appelle Samu Keliso Dubé et je suis le directeur exécutif de FP 2030. Nous travaillons avec beaucoup de personnes pour que les jeunes filles et les femmes aient la liberté et la santé dont ils ont besoin pour prendre des décisions informées concernant la contraception. Et une fois qu'elles font cela, nous nous assurons qu'il y a un partenariat mis en place pour assurer la continuité de ce processus. Nous avons un rapport d'évaluation et nous croyons que ce partenariat par rapport à la planification familiale va donner plus d'opportunités, va créer une possibilité pour les gens de mettre en place des partenariats fructueux et à travers les multitudes de localisations géographiques, à travers ce secteur de santé générale, développement et l'égalité au niveau des genres. Je veux dire au niveau de cette allocution d'ouverture que je viens d'arriver du Kenya, Nairobi, et ceci a coïncidé avec les mises à jour démographiques au niveau de ce pays. J'ai vu à quel point ces efforts de collaboration ont donné leurs fruits et qu'il y a cet agenda que nous avons mis en place au profit des hommes, des femmes. Ça a démontré que c'est un processus très intéressant, décentralisé à Nairobi. Il y a beaucoup de portails sur lesquels nous travaillons, beaucoup de partenariats que nous mettons en place au Kenya, Ouganda, Malawi, pour essayer de mettre en place ces partenariats. De ces résultats, vous allez voir à quel point nous sommes allés et le parcours que nous avons traversé ensemble pour arriver à la réalité à laquelle nous voulons arriver en 2030, mesdames et messieurs. Il y a eu tellement d'obstacles, tellement de difficultés. Vous êtes tellement conscients que dans le cadre de cette pandémie globale, il y a des gens que nous voyons au sein de conflits armés. Nous avons des États fragilisés et bien sûr qui ont rencontré des défis majeurs. Mais il y a une chose majeure qu'il faut garder en tête dans ce rapport, c'est qu'à travers tout ce que nous avons fait, les femmes, partout, continue de lutter contre ce processus de contraception. Il y a des chiffres croissants en ce domaine. Vous allez entendre de mon collègue Jason à quel point cette mission vraiment s'est développée. Aujourd'hui, il y a 371 millions de femmes qui utilisent des méthodes de contraception aujourd'hui. Ceci démontre que pour nous, il y a des millions et des millions de femmes qui sont en train de se développer dans ce domaine. Cela veut dire beaucoup de choses pour nous. Cela veut dire qu'il y a tellement de prévention, de planification qui est en train de se faire au profit de millions de femmes. 29 millions est une portion extraordinaire. Ceci a sauver la vie de millions de filles, de femmes. Les filles sont en train de rechercher ce processus de contraception. C'est la clé, c'est l'élément clé pour sauver la vie de ces gens. Il y a des collègues qui sont partis avec nous de la Fondation et qui parlent de ce processus. Mais comment pouvons-nous réaliser cette valeur si nous ne transcendons pas les obstacles qui se mettent en face des femmes et des filles? Les adolescents aussi dépendent, l'avenir dépend de ces adolescentes, des adolescentes qui ne peuvent pas finir leur scolarité, des adolescentes, des jeunes mamans qui recherchent une vie appropriée et qui luttent pour leurs enfants. Nous avons des petites et moyennes entreprises et des agriculteurs qui travaillent, au profit de ce processus de contraception. Nous avons des enfants qui doivent être envoyés à l'école. Nous avons des personnes qui luttent en ce sens. Je suis vraiment heureuse de vous dire, mesdames et messieurs, que c'est un moment dans l'histoire où il faut absolument qu'on s'arrête un moment pour aider, pour assister en ce processus. Vous allez entendre la perspective de Adam, nous allons entendre la perspective du monde financier pour qu'il ne devrait pas y avoir de la polémique, de la controverse à ce niveau et il faut qu'il y ait de la planification familiale, des prévisions pour rencontrer les objectifs escomptés. Je suis très encouragée, mesdames et messieurs, par tout ce qui a été fait par les partenaires, des partenaires qui ont été très persévérants, qui ont travaillé dur dans le secteur de la planification familiale pour arriver là où nous sommes. Vous êtes
faites partie de ce mouvement, vous faites partie, vous êtes déjà engagé pour développer ce processus et pour faire les choses dans les règles de l'art dans le secteur de la planification familiale. Si nous échouons de réaliser un succès dans la planification familiale, nous n'allons pas pouvoir continuer. Quand nous arrivons à 2030, nous allons voir qu'il y a tellement d'opportunités qui se présentent vers nous et que nous avons laissé beaucoup de personnes derrière. Il faut s'assurer que le monde est un endroit sécurisé, que nous allons rencontrer vers 2030 nos objectifs de développement et qu'il faut qu'il y ait une égalité au niveau du genre, la prospérité au profit de tous. Il faut profiter de ces investissements qui sont mis en place. Devrons-nous avoir le budget pour renforcer nos plans? Mesdames et messieurs, essayons de réaliser ce progrès ensemble, avoir des discussions qui incluent pas uniquement les femmes dans tous les secteurs. Il ne faut pas absolument éviter de discuter des processus de planification familiale. Il faut absolument regarder le pouvoir transformationnel de tout ce processus. C'est une opportunité pour réfléchir, de réimaginer et pouvoir se défier et s'assurer que chaque couche de la société est prise en charge de manière renouvelée, de manière assidue. Je veux vous remercier du fond de mon cœur. Je vous donne la parole, Jason, pour continuer de discuter ce rapport d'évaluation. Merci beaucoup, Tamu, pour ces mots très inspirants. Je suis très inspirée par les localisations. Nous avons 6 continents représentés ici qui sont là avant nous, de la Colombie au Canada, à la République démocratique du Congo, le Soudan, le Malawi, l'Inde, Myanmar, Nelly Moore, et puis c'est très, très intéressant de pouvoir avoir tout le monde des parties du monde, de se joindre à nous à cette heure de la journée. Merci, mesdames et messieurs. L'interprétation simultanée est disponible, c'est en bas de l'écran. À droite, c'est regardez sur la boîte à conversation, les consignes sont disponibles. Je vais commencer et je vais rentrer dans les données. Merci beaucoup pour l'opportunité de pouvoir partager ces perspectives présentées dans ce rapport d'évaluation. Nous allons stimuler votre appétit et explorer la profondeur de ces données, les données numériques. C'est un rapport qui est disponible. Vous pouvez très bien l'imprimer, y jeter un coup d'œil. Il y a d'autres ressources qui sont disponibles en parallèle. Mes collègues sont disponibles pour répondre à des questions. Vous pouvez aussi assurer un suivi à travers le FP 2030 avec l'équipe de planification familiale et puis nos collègues de KFF. Merci et diapositive suivante. Le rapport de mesure ou d'évaluation FP 2030 est un résumé de l'ISFP de plusieurs points forts du rapport numérique. Ceci a été bien sûr relâché et puis publié dans le rapport de KFC. Dans le rapport, vous êtes habitués de voir qu'il y a des sections, bien sûr, qui sont disponibles dans le rapport. Nous avons reçu une lettre extraordinaire de notre directeur qui parle du résumé de partenariat. Nous allons parler de ce résumé de partenariat en profondeur et d'autres secteurs de rapport de progrès dans la moitié de cette année. C'est juste une section d'évaluation. Nous avons notre évaluation, notre aperçu sur les comparaisons à travers les régions. Et puis après, nous avons un rapport en profondeur dans l'Afrique subsaharienne et ses objectifs et puis ses rapports et puis les ressources. Et puis après, sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première question, d'où vient le rapport de ces données? Nous avons bien sûr des rapports d'évaluation, un processus annuel de mesure de rapport du FP 2030. Il y a eu une mise à jour de ce cadre d'évaluation. Ce document donne un détail des indicateurs au profit de plus de 20 pays et puis le processus de choix de ces indicateurs. C'est un processus qui dure plus d'une année. Je vois des membres du FEP 2030, j'ai des officiers, des responsables qui ont participé pour tout. Merci pour tous les efforts que vous avez déployés. Nous avons travaillé auprès des pays pour analyser, rassembler les données. Nous avons essayé de produire, de polir et d'affiner ce rapport d'évaluation.
Ceci est un processus du bas vers le haut. Ça commence le processus et puis ça atterrit vers le rapport. Un point particulier, nous avons raffiné les données pour traiter des pays à faible, à moyen revenu. Le partenariat FP 2030 est ouvert à tous les pays concernant des engagements. Quand le partenariat s'accroît, se développe, le 20 de FP 2030 et quand nous avons les sections, les portails, nous avons reconsidéré de rajouter de nouveaux engagements dans le rapport. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous voyons dans les données de cette année? Nous avons des données qui illustrent une interruption voilà, qui s'est produite à travers les conflits, les récessions économiques, les catastrophes naturelles, et puis aussi l'avènement de certaines pandémies comme celle de COVID. Alors, ce sont des interruptions qui ont été causées. Il y a à peu près 1 milliard de femmes et de filles qui sont à l'âge de reproduction et qui viennent de pays à faible revenu, à moyen revenu. Nous avons 100 000. J'ai regardé bien sûr les données. L'année dernière, nous avons plus des millions et des millions en 2012 où nous avons commencé les partenariats familiales. Et puis, nous avons progressivement accru, ce chiffre s'est développé quand les femmes ont reçu, donc sont arrivés à l'âge de reproduction. Aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard. Il y a deux choses qui se passent. Nous avons des femmes et des filles à l'âge reproductif qui sont en train d'apparaître, et puis le pourcentage de ceux qui utilisent la méthode de contraception est aussi en train de s'accroître. Regardons donc les données à ce niveau. Dans ce graphique, vous avez le nombre total d'utilisatrices de contraceptifs modernes 2012-2022 dans les pays à revenus faibles et moyens de la tranche inférieure. Vous voyez qu'il y a un accroissement à travers le temps de ces 271 chiffres 1000. C'est la façon avec laquelle nous utilisons le nombre de femmes qui utilisent ce processus. Vous voyez que dans toutes les régions qui sont dénotées par les couleurs orange, toutes les régions et le nombre d'utilisation de contraceptifs modernes et c'est accru avec le temps. L'utilisation des contraceptifs dans l'Afrique subsaharienne, qui est signalée ici en tant que la couleur bleue plus claire, a doublé presque les dernières 10 ans de 33 millions utilisateurs de contraceptifs modernes jusqu'à 12 millions en 2022. Ce que vous ne voyez pas ici sur cette graphe est qu'il y a des femmes additionnelles, 50 millions, qui rapportent utiliser une autre méthode plus traditionnelle comme l'abstinence. Nous ne comprenons pas pourquoi ils utilisent cette méthode traditionnelle, que ce soit des barrières dans l'information ou les méthodes, ou bien si ce sont leurs choix. Mais c'est très important de le considérer quand même. Nous faisons cela dans le rapport avec plus de données en soulignant ces pays là où les méthodes traditionnelles, l'utilisation de celles-là est commune et nous allons les explorer dans plus de détails dans une minute. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Comme Sama a mentionné, l'utilisation de contraceptifs de 371 millions de femmes a un impact assez grand. Et cet impact que vous voyez à droite, qui prévient 141 grossesses et les avortements à risque et bien sûr les morts maternelles. C'est un impact assez incroyable que nous avons vu la dernière décennie.
quand nous parlons de la prévalence des contraceptifs modernes, il y a 31 personnes de femmes qui reportent utiliser cette méthode de contraception. Comme vous pouvez voir, ça a un effet sur toutes les femmes, non seulement les femmes qui sont mariées, c'est la prévalence de contraception. Nous pouvons voir que c'est parti de 31% à plus de 35% la dernière décennie. Peut-être que pour vous, c'est une croissance assez modeste quand vous agrégez tous les pays, mais il y a beaucoup de variations dans les régions et à travers. Et la prochaine diapo va nous illustrer cela. Cette graphique nous montre la croissance annuelle de la PCM par région et par pays. Donc, c'est une croissance par an. Dans la prévalence de contraceptifs modernes les dernières décennies pour chaque région. Maintenant, c'est un trafic statique. Si vous voyez cette graphique sur le côté digital ou numérique, vous pouvez faire clic sur chaque barre, sur chaque région. Vous allez voir les données pour chacun de ces pays à revenus bas et moyens. Donc, vous voyez ici, ce que je vous montre est une variation à travers ces régions. Là où vous pouvez faire clic sur chaque pays et vous allez voir la variation dans la région. Et vous allez voir pas mal d'informations dans cette graphique. Ce que vous allez voir est que la croissance la plus vite, la plus rapide est le pourcentage des femmes qui utilisent la méthode moderne dans les régions africaines que vous voyez à gauche de la graphique. Et ceci est en ligne avec ce qu'on a déjà discuté dans le passé en termes de croissance de la prévalence contraceptive. Les pays dans ces régions avaient commencé à des niveaux assez bas d'utilisation et ils voient maintenant une accélération assez rapide. Et ça a été vraiment l'histoire les dernières décennies. Et elle continue dans la majorité, bien sûr, mais dans quelques pays qui sont en train d'approcher plus une prévalence assez haute. Et donc, les engagements sont concentrés de manière intéressante sur de nouvelles choses qui sont des méthodes, des sources. Je vais en parler sur la prochaine diapo. Donc, au-delà de l'utilisation de contraceptifs, l'aperçu des mesures qui regarde les méthodes d'utilisation, les systèmes disponibles. Et le rapport continue à détailler les méthodes dans chaque pays utilisé. C'est très important de voir ce changement après les contraceptifs réversibles qui continuent. En 2017, une des analyses que nous avions fait, nous avions trouvé que les implants étaient la méthode la plus utilisée dans un pays spécifiquement, Burkina Faso. Maintenant, en 2022, les implants sont les plus communs utilisés dans 10 pays et la deuxième méthode la plus utilisée en 14 pays. Dans beaucoup de pays, les évaluations récentes sont en train de documenter les changements envers les implants en tant que méthode la plus utilisée. Vous pouvez trouver dans ce rapport et ces tables d'estimation un mélange de méthodes dans chacun de ces pays, là où nous avons fait une évaluation. Le rapport cette année a aussi 2 changements très importants. Maintenant, les indicateurs incluent l'information dont on a besoin pour mieux comprendre cette information. L'année dernière, nous avons rapporté la source de la méthode publique versus privée pour toutes les méthodes. Et cette année, nous avons en fait répandu un peu plus ces informations pour pouvoir regarder chaque pays et voir la source de la méthode pour chaque méthode. C'est beaucoup de données, mais nous sommes emballés de pouvoir travailler à travers ça avec vous dans chacun de ces pays pour mieux comprendre ces données. Donc, vous pouvez voir public versus privé, les différentes méthodes de contraception. Donc, tout cela, c'est pour mieux comprendre la formation de l'APF, pour mieux comprendre le pourcentage des femmes qui sont en train d'avoir des interactions avec les systèmes sanitaires, que ce soit la clinique ou personnel sanitaire. Donc, cette cascade est quelque chose qui beaucoup de nos agents
ont demandé dans ces pays partenaires et nous continuons à répondre et voir ces améliorations et ces mesures qui ont bien sûr le but de vous donner tous le données dont vous avez besoin pour mieux prendre des décisions et pour le plaidoyer. Maintenant, ce qui est important, je vais parler un peu plus profondément des données régionaux. Et pour cela, je vais passer la parole à ma collègue Anna-Cisse Sannefeld, qui est directrice de Track 20 projet. Si vous pouvez passer à la prochaine diapo, Émilie, je passe la parole. Je vous passe la parole. Parfait. Merci beaucoup, Jason. Donc, de la part des données, de cette perspective, nous comprenons que la configuration régionale de la FP 2030 nous demande à avoir plus de données, plus larges, de manière plus allergique pour avoir plus de couverture, mais aussi en termes des nuances et la profondeur appliquée à chaque région. Nous sommes très contents sur cette transition. Pour cette transition, nous avons déjà commencé à répondre à notre perspective en tant que vue plus générale. Nous sommes en train d'évaluer quelques pays à travers de ces peurs. Ce que Jason vient de dire aussi, je veux vous rappeler que pour FP 2020, incluait 69 pays. Maintenant, on en a 82 sur FP 2030 et la FP 2030 inclut plus que les 82. Le rapport avait commencé avec 82, mais on voit une croissance. Donc, cette augmentation de nombre de pays rapporteurs par région pour la FP 2030 et vous les voyez dans chacun de ces couleurs et les pays qui ont les couleurs les plus profondes sont ceux qui représentent les 82 pays. Donc, ce groupe représente une couverture assez bonne dans l'Afrique et l'Asie. Vous voyez les deux autres régions, la Panamérique et le sud de l'Asie. C'est très important quand nous parlons de l'analyse régionale ou la perspective régionale. Nous avons une clarté de la part de perspectives de données et on explique ce qu'on veut dire par région. Donc, c'est clair, par exemple, quand on parle de l'Amérique latine et les régions asiatiques n'ont pas assez de représentation de la part de cette perspective. Et puis, à la fin, sur cette graphique, l'Ukraine est l'unique pays dans l'Europe et l'Asie qui est un pays rapporteur de cette région. Mais en même temps, nous sommes très contents d'avoir les données des nouvelles pays, les différentes directions qui représentent une bonne analyse. Quand nous comparons la prévalence de contraceptifs des 69 pays de 2020 FP contre les pays ajoutés, nous pouvons voir qu'au moins de la part de la perspective de prévalence, qui sont très similaires. Donc, ces lignes bleues, ils sont en ligne. Nous pouvons les voir à travers les lignes grises. Jason a parlé des changements entre les deux. La différence entre ces deux groupes est que les originaux, les 69, avaient une moyenne de 5,2 points de pourcentage entre 2012 et 2022. Et les nouveaux pays ont connu une croissance de 2,9 points de pourcentage. Donc, nous voyons quand même une croissance. Nous reconnaissons aussi que nous ne sommes pas dans les mêmes endroits, là où on se trouvait il y a 10 ans quand la FP 2020 avait commencé. La carte à gauche montre la prévalence contraceptive entre les femmes mariées en 2020 et puis à droite les non mariés. Ce sont les représentants dans les pays qui sont en vert. Le diagramme a changé ou bien commencé à changer. Ils sont passés d'être concentrés dans une croissance générale à une croissance plus éparpillée. Donc, nous voyons aussi la prévalence contraceptive pour les femmes non mariées. Même si nous ne voyons pas du vert à droite, nous voyons que dans quelques régions et pays, vous voyez quand même quelques prévalences qui sont en jaune. Ce qui est important est que même avec cela, la plupart des femmes en Afrique ou dans ces pays n'ont pas encore le nombre d'enfants idéal. Et donc, ils donnent la priorité aux espacements. La graphe à gauche en violet vous montre le pourcentage de ceux qui n'ont pas atteint le niveau idéal.
Quoique il y a quelques variations entre les pays, les couleurs pourpres plus profondes montrent les femmes qui tombent sous ces catégories. Les deux autres montrent les pourcentages de femmes qui sont arrivées ou atteintes au niveau idéal d'enfants et ceux qui ont dépassé le nombre idéal d'enfants. Et ça, c'est l'orange. Vous allez voir que l'échelle est différente sur ces graphiques. Les échelles les plus petites sur le vert et l'orange qui soulignent les proportions les plus petites des populations qu'ils représentent. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limitations, c'est juste une manière de vous montrer cette différence entre les pays. Le premier pas dans cette transition, nous avons créé un espace ou des hubs pour plus d'analyses régionales détaillées. L'année dernière, cet espace était utilisé pour parler de la dynamique des populations dans ces zones régionales. Et cette année, les engagements actuels de l'Afrique orientale et australe et de l'Afrique occidentale et centrale. Et donc, l'idée est qu'il soit plus facile à lire sur le rapport. Et je l'ai mis sur le chat. Les niveaux variés de contraception illustrent la valeur de ces méthodes. Donc, nous avons vraiment envie de voir cette plongeur en profondeur sur une sélection d'analyse pour avoir un meilleur alignement avec les HIP, les indicateurs sélectionnés. Ici, nous sommes regardé les perspectives d'autres pays et vous voir les pays qui peuvent être identifiés comme étant une priorité par rapport au FP 2030. Cette analyse montre de manière très, très claire qu'il y a des similitudes entre le pays. Nous avons porté notre attention à 15 pays qui se sont engagés et par rapport à l'analyse, la chronologie et puis le début de la rapport. Il y a eu plus d'engagement depuis lors et l'analyse, bien sûr, s'est développée. Mais c'est une juste prise de vue dans un temps réel qui donne une idée sur le rapport INEL et il y aura une mise à jour et un développement à l'avenir. Les choses les plus importantes qui ont été mises en gras en bleu démontrent l'animation par rapport à en ce sens. Voilà. Puis, vous avez un bleu verdâtre, ce qui a été mis en place par rapport aux réponses aux services a été fait par les pays, puis à la planification postpartum et l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement en ce sens. La diapositive suivante démontre clairement certaines données par rapport au statut familial et l'activité sexuelle des femmes. Ce sont des thématiques générales que nous avons démontrées et qui se sont bien mises à jour dans les stratégies et les engagements des pays. C'est un graphique qui démontre le statut familial, l'activité sexuelle des femmes entre 15 et 19 ans, entre 20 et 24 ans. Nous avons porté notre attention sur la partie vert qui montre la portion des femmes mariées, puis après le bleu sombre, c'est la portion des femmes qui ne sont pas encore actives sur le plan sexuel. Ces catégories ont été prises en considération pour voir ce processus de transition quand les femmes commencent leur vie mariée. Et puis après, nous avons des barreaux en bleu, en vert. Nous avons aussi porté notre attention sur la catégorie orange qui a regardé le pourcentage des femmes qui ne sont pas mariées et qui n'ont pas été actives dans les derniers 30 jours. Mais qui ne sont pas mariées, mais qui ont eu une relation sexuelle pendant les 3 derniers jours. Nous prenons en compte l'activité sexuelle, c'est ce qui est représenté dans les indicateurs que nous utilisons dans notre travail. Quand nous parlons des besoins non rencontrés, cela se réfère aux activités sexuelles. Il y a une raison pour cela, parce qu'il faut qu'il y ait un alignement avec les années. Mais il faut qu'on pense peut-être à d'autres indicateurs au profit des femmes. C'est illustré par les barreaux jaunes. Ce sont des femmes qui ne sont pas mariées, qui sont sexuellement actives, mais qui n'ont pas eu de relations sexuelles pendant les 30 derniers jours. Quand vous regardez ce graphique, vous voyez que les barres jaunes sont plus larges que l'orange. Quand nous comprenons les raisons derrière ces barreaux et ce graphique et les dynamiques, nous comprenons ce qui est attendu de nous. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Un autre exemple concernant cette jeunesse concerne l'utilisation de MCP et de préservatifs chez les femmes célibataires sexuellement actives.
Nous allons commencer avec le groupe bleu. Ce sont des femmes qui ont rapporté, qui sont utilisatrices des préservatifs et ils utilisent une méthode plutôt que de préservatifs. Le groupe vert, ce sont des utilisateurs et ce sont des utilisatrices de préservatifs. Le groupe intéressant, c'est le jaune ici. Ce sont des femmes qui n'ont pas rapporté être des utilisatrices, mais qui ont utilisé un préservatif pendant la dernière relation sexuelle. Peut-être qu'il y a un chevauchement entre les groupes, des groupes qui n'ont pas eu de relations sexuelles pendant les 30 derniers jours. Ils sont dans la dynamique, mais il faut bien les comprendre. Et pourquoi il n'y a pas de rapport par rapport et pourquoi ces femmes n'ont pas rapporté qu'elles ont eu des relations sexuelles pendant les 30 derniers jours. Donc, il y a lieu de comprendre mieux cette catégorie de femmes. Nous continuons ici de regarder le pourcentage des femmes en âge de procréation qui sont en postpartum et leur utilisation de contraceptifs modernes. Ceci explique la méthode qui est utilisée par ces femmes et ces filles selon la variation de pays. Ce que nous voyons dans le graphique, c'est que dans l'Afrique de l'Est, il y a des femmes qui sont mariées ou qui utilisent des méthodes d'injection. Ce que nous voyons dans l'Afrique de l'Est, nous voyons qu'il y a une diversité à travers dans le groupe de femmes mariées et des groupes de femmes sexuellement actives. Ce que nous voyons, c'est qu'il est nécessaire de comprendre ce qui pousse ces modèles pour s'assurer que ces utilisatrices de moyens de contraception ont le choix et pour offrir des qualités de service assez élevées. Donc, il faut regarder les facteurs derrière tout cela. Diapositive suivante. Je voulais rapidement voir ici le pourcentage des femmes en âge de procréation qui sont en postpartum et qui utilisent des contraceptions, des méthodes contraceptives. C'est la partie orange. Il y a beaucoup d'espace pour accroître cette activité, mais les pratiques d'impact élevé est basée sur la partie postpartum. Ceci montre la planification familiale par les mamans avec quelques exceptions. Nous avons regardé le Rwanda où nous avons la partie vert qui est la plus élevée dans le graphique. Ce sont des tendances de l'utilisation de planification familiale par mois postpartum. Nous avons des programmes qui réussissent, mais nous avons aussi un soutien dont on a besoin dans les programmes à l'avenir. Les conclusions. C'est juste un aperçu général pour voir comment nous avons fait la transition vers une approche régionale. Ceci montre un résumé, un aperçu d'informations sur ce que nous avons discuté et aussi des éléments inclus dans le rapport annuel que vous avez entre les mains, que vous planifiez de lire. Nous avons vu des populations d'adolescence, des jeunes importantes et en croissance. Nous avons reçu des données qui sont mises à jour pendant la partie postpartum. Nous avons hâte de continuer cette transition, regarder les nuances et les complexités pour rentrer dans les analyses régionales. Nous sommes très ouverts aux suggestions. Si vous avez n'importe quoi à suggérer, des propositions, faites-nous savoir. Acheminez ça vers la boîte à conversation. Mettez cela sous forme de liste pour que nous puissions faire rentrer cela dans les conférence en ligne. Merci beaucoup de votre attention. Et puis après, je vais donner la parole à Jason. Merci, Emily. Samu Keiliso pour cette analyse. Merci d'avoir offert cette opportunité pour les gens pour définir les thèmes régionaux qui doivent être inclus dans le rapport. Je veux clarifier que nous avons choisi ce thème régional cette année dans l'absence de notre hub régional en ligne et qui soit disponible pour cette consultation, cette conférence en ligne. Nous sommes différents un peu aujourd'hui. Notre perspective est un peu différente avec trois hubs ou portails qui sont accueillis dans la région Pacifique, l'Afrique de l'Est, de l'Ouest. Et puis, nous avons aussi notre hub des Caraïbes. Notre objectif essentiel est de travailler auprès des sections, comme nous l'avons mentionné, pour déterminer là où notre attention doit être acheminée. Ça va être un grand projet pour nous, un changement extraordinaire. Nous sommes très enthousiastes. Emily peut-être a écrit des rapports, à rédiger des rapports, des dizaines de rapports. Elle est très enthousiaste par rapport à ce changement qui doit être produit. Nous avons hâte de vous écouter, de déterminer les thématiques que vous abordez cette année. Nous allons
un peu nous éloignons de cet examen régional, l'analyse, et puis après, nous allons tourner votre attention à notre côté financier. La section financière de la planification familiale incorpore une section des gouvernements de bailleurs de fonds, financement des dépenses et un aperçu général sur le côté financier de la planification familiale. Nous avons commencé avec une rentrée en profondeur du gouvernement comme étant bailleur de fonds. Je vais donner la parole à Adam. À vous la parole. Merci, Jason. Alors, Samu et tout le monde qui est présent dans cette réunion de FP 2030, à tous ceux qui se sont joints à nous en conférence en ligne, merci beaucoup. Je suis Adam Wexler, je travaille dans la fondation de planification familiale, des activités. J'ai travaillé dans ce secteur pendant une dizaine d'années, une décennie. Je vais porter notre attention sur le côté financier du rapport final qui est fourni depuis 2021, mais avant de donner à ce côté financier, on va parler de l'aperçu général. On va porter notre attention sur le financier par rapport aux pays, voilà, au CDE, sur les gouvernements qui donnent un bailleur qui est le bailleur de fonds principal par rapport à ce processus. Nous avons aussi des bailleurs de fonds bilatérales, des organisations bilatérales qui sont importantes. Par exemple, toute contribution qui vient dans ce sens de ces organisations bilatérales. Maintenant, regardons le côté financier de notre rapport récent. Un peu plus en avant. Ce que nous avons trouvé, c'est que le financement de la planification familiale par les gouvernements donateurs en 2021 et que nous avons trouvé que le financement bilatéral de la planification familiale par les gouvernements donateurs est resté essentiellement stable en 2021, 1,39 milliard de dollars par rapport au niveau de 2020. C'est une variation intéressante. Parmi les bailleurs de fonds, nous avons nous avons le montant global qui est resté. En 2021, on constate variation importante entre plusieurs donateurs, Allemagne, Australie, Danemark, Norvège, Suède, des décaissements échangés, Canada, États-Unis, puis aucun décaissement des Pays-Bas et Royaume-Uni. Tous ces pays ont intéressé et puis on a accru leur décaissement et nous avons un dédoublement de ces montants avec les années. Diapositive suivante. Ça, c'est un décaissement bilatéraux de gouvernements donateurs en faveur de la planification familiale 2012-2021. Nous avions eu quelques années où le financement s'est accru, puis en 2015-2016, ce montant a eu tendance à décliner. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 années? Nous avons vu pendant ces 2 années des monnaies courantes qui ont été dévaluées en termes de valeur. Puis après, nous avons eu qu'il y a ce déclin qui était le résultat de ces chiffres basés sur l'analyse de la Fondation de la famille concernant le financement de planification familiale. Puis après, nous avons, en 2017, nous avons vu quelques années où il y a eu un accroissement. Avant, en 2020, qu'il y ait un décroissement, c'était dû à la pandémie, bien sûr. Diapositive suivante. Ce que vous voyez ici, c'est le même, bien sûr, la même diapositive décomposée par bailleur de fonds. Comme vous voyez, la barre 22, c'était 2012 qui des États-Unis, c'était le meilleur bailleur de fonds. Puis après, vous avez le Royaume-Uni, le financement qui a fluctué à travers le pays. Puis après, plus récemment, nous avons vu un déclin signifiant. Nous allons discuter cela plus en détail. Ce que je voudrais pointer du doigt, c'est qu'en 2021, vous voyez qu'il y a plusieurs bailleurs de fonds qui ont accru l'Australie. Vous voyez en 2021, par exemple, à 2020, vous avez le même cas pour la barre orange de la Suède ou l'Allemagne en bleu. Nous voyons des accroissements notables. Puis diapositive suivante. Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, le financement de la planification familiale pour les gouvernements 2021, diminution significative de plus de 100 millions de dollars par le Royaume-Uni. C'est une diminution qui n'était pas inattendue en raison de la décision du gouvernement britannique de réduire l'aide publique au développement, APD,
global. Vous êtes certainement familier, vous avez certainement entendu cela pendant les 2 dernières années. Vous avez aussi, bien sûr, des chiffres qui ont changé. Puis après, vous avez vu plus largement que si le financement bilatéral des gouvernements, quand nous voyons de manière plus large, vous voyez que le financement, comme j'ai dit, bilatéral des gouvernements bailleurs de fonds pour la planification familiale a fluctué au cours de la dernière décennie. Il a généralement augmenté depuis le sommet de Londres de 2012. Le financement de 2021 était supérieur d'environ 200 millions de dollars à celui de 2012, 1,19 milliard de dollars, bien que ce montant soit inférieur au niveau maximal atteint sur la période 1,52 milliard de dollars. Nous avons vu aussi que les États-Unis sont restés le bailleur de fonds principal bilatéral pour la planification familiale de 2021, représentant 42%, 576,7 millions de dollars. Les Pays-Bas ont été le deuxième plus grand bailleur de fonds, suivi par la Suède, puis le Royaume-Uni et le Canada. Comme nous avons vu, nous avons vu par exemple que le Royaume-Uni a fluctué aussi. Puis après, quand vous écartez ces 2 bailleurs de fonds, vous voyez que les bailleurs de fonds ont vraiment poussé ce mouvement vers l'avant, soit qu'il y ait un accroissement ou il y a une stagnation. Donc, ces 8 bailleurs de fonds ont vraiment accru ce financement pendant les dernières années. Ce que vous pouvez voir ici, ce sont les chiffres des bailleurs de fonds dans 2021. Vous voyez que les États-Unis est numéro 1. Après ça, les Pays-Bas, la Suède et la Bretagne. Et dans les autres rapports, était vraiment le deuxième. Additionnellement, au total bilatéraux, nous voyons aussi le financement des gouvernements, des donateurs pour la FNUAP. Et nous avons vu qu'en 2021, que les contributions de base des gouvernements donateurs profilés s'élevaient à 405,3 millions de dollars, qui était vraiment celui similaire de 2020. En 2021, il y avait un financement qui ont baissé, pardon. Après l'administration de Trump, qui avait refusé de donner ses financements pour la FNUAP, la Suède avait donné la contribution la plus large à FNUAP en 2021 et la Norvège, l'Allemagne et les Pays-Bas. En 2021, la FNUAP avait dépensé 488 millions de dollars, qui était vraiment le 47%. Avec cela, je repasse la parole à Jason. Encore une fois, merci beaucoup pour cette opportunité. J'ai hâte de répondre à vos questions. Merci. Merci, Adam, pour cet aperçu des financements des bailleurs des fonds pour la planification familiale. Maintenant, je vais parler des composants additionnels que j'avais mentionnés tout à l'heure et je vais bien sûr voir les dépenses du gouvernement pour l'APF et j'ai vu que quelqu'un d'autre a déjà mis une question sur celle-là. Vous pouvez mettre vos questions sur le Q&A et je vais parler aussi des dépenses publiques intérieures qui représentent le total des dépenses. Après beaucoup de travail pour améliorer les dépenses publiques intérieures et les sources climatiques, nous avons commencé à faire des rapports dans le financement climatique en 2019. Le rapport de cette année inclut des estimations pour 59 pays représentant un 91% de dollars, bien sûr. Chaque pays l'estimation de chaque pays vient de leur année fiscale et dans la majorité des cas, nous avons maintenant beaucoup de données. Donc, nous sommes en train de sortir ces informations de 2020.
2021 et quelques cas de 2019. Donc ça, c'est un grand contraste des autres années, là où on avait des données assez différentes. Et donc la mise à jour des données et les sources des données qui préviennent du système de l'OMS, des comptes de santé, la planification familiale, l'outil d'évaluation et bien sûr les sondages de la FNUAP. Comme vous voyez, nous n'avons pas les données pour tous les 82 pays, mais les données des autres pays, les 59, ils représentent le 99% des utilisateurs de méthodes modernes dans l'ensemble. La majorité des utilisateurs de l'APF que nous avons des estimations intérieures pour cela, en ce qui concerne les données. Pour la première fois dans le rapport cette année, nous avons la capacité de commencer à évaluer les tendances et les dépenses intérieures dans des pays spécifiques. Ça a été vraiment difficile parce que parfois nous avons essayé de voir des sources là où les sources de données n'étaient pas toujours alignées et donc c'est les différences de sources entre les pays, entre les années. Donc cette année, nous avons choisi 3 pays qui ont utilisé une approche consistante avec l'évaluation en utilisant l'outil PF en 2020 et en 2021. Et vous voyez que ces pays sont le Mali, le Madagascar et Côte d'Ivoire. Tous ces pays ont montré des augmentations significatives avec une collaboration cohérente de dépenses totales. Vous voyez que le Mali avait une augmentation de 5,1 millions de dollars en 2020 et le Madagascar 1,6 million en 2020 et Côte d'Ivoire a augmenté de 26,6 millions de dollars en 2020. Donc, qu'est-ce qui pousse ces croissances? On va le voir sur la prochaine diapo. Vous pouvez aussi trouver ces informations sur le rapport. Je vous encourage en fait de les explorer parce qu'il y a beaucoup de parties composantes. Cette diapo illustre l'augmentation que je viens de mentionner, bien sûr, chaque année. Vous voyez qu'en 2021, la barre sur la 2020, la barre pour chacun de ces pays. Et vous pouvez voir aussi les couleurs qui représentent les différents composants de dépenses, inclus les salaires, qui est le composant le plus large, qui est la barre bleue profond. Nous avons les formations, les biens, le monitorat, l'évaluation, etc. Donc, vous pouvez voir que les augmentations dans les dépenses du personnel et des biens et la formation et MNI sont ce qui pousse ces augmentations. Pour la grande partie, dans chacun de ces points, le salaire, le composant de salaire, il y a ces dépenses, bien sûr. Donc, les prochaines années, nous avons commencé à avoir plus de consistance en ce qui concerne les sources de données et avoir des outils de mesure et pouvoir le faire pour plus de pays. Et ceci est vraiment emballant. Il y a beaucoup plus de données disponibles sur le site FP 2030, mais aussi je vous invite à voir le rapport de la FP 2020. Nous avons fait beaucoup de travail pour que ce soit plus disponible pour chaque pays les dernières années. Et aussi, il y a beaucoup de détails sur ces rapports. Nous pouvons en parler plus sur la session de questions-réponses et Mélanie elle peut en parler encore plus sur le travail qu'ils sont en train d'effectuer en ce moment. Donc, quand on rassemble les dépenses totales des bailleurs de fonds et le gouvernement sur l'APF et les estimations des dépenses personnelles de différentes sources, bien sûr, nous pouvons les combiner aussi avec d'autres dépenses de ONG et fondations. Adam n'en a pas parlé, mais il y avait des déboursements de la part des bailleurs de fonds. Nous avons aussi des dépenses de fondation qui est un composant très important et nous rassemblons tout cela pour avoir une meilleure image des dépenses en total pour les pays à revenus moyens. Quand nous faisons ça, c'est une tâche assez grande, surtout dans le domaine de santé. Nous
avons une estimation de 4,2 milliards de dollars américains qui proviennent de la part des bailleurs de fonds et les gouvernements domestiques et les consommateurs. Et donc, si vous regardez cela et ces pourcentages, vous allez voir qu'il y a des parties égales, plus ou moins, des bailleurs de fonds internationaux et les domestiques. Les dépenses, les estimations des dépenses du gouvernement sont plus ou moins les mêmes. Donc, ces montants bilatéraux des bailleurs de fonds ont vu un déclin, un petit déclin. Donc, nous voyons vraiment le total de ces dépenses, quoique un nombre des utilisateurs de contraception, et je reviens encore une fois au début des webinaires, que le nombre des femmes dans l'âge de reproduction a augmenté et le financement reste le même, malheureusement. Donc, on va en parler encore plus sur cette diapo. Donc, cette diapo parle de cette répartition des dépenses pour les bailleurs de fonds, le gouvernement domestique et la tranche. Je crois que ça nous aiderait à voir que c'est une combinaison de tous ces pays pour comprendre les tendances financières de l'APF. Et peut-être que les pays à revenus bas et moyens puissent faire attention aux sommes qui sont dépensées. Mais pour mieux comprendre cela, il faut bien faire attention à chacun de ces pays de manière individuelle. Réfléchissez à votre pays. Si votre pays est l'Inde, par exemple, cette graphique camembert va être très différente parce que le programme indien est plus large et le gouvernement domestique et le composant de celui-là représente la majorité de ces dons ou ces bailleurs de fonds. Si vous êtes dans un pays qui dépend plus sur les bailleurs de fonds pour l'APF, ça va être très différent de ce camembert. Peu de ces pays dans l'Afrique subsaharienne auraient un composant de donateur international plus grand. Les Philippines est un très bon exemple là où le composant des consommateurs est plus large. Et en fait, si nous regardons non seulement les pays à revenus bas ou moyens, mais aussi les dépenses dans les pays moyens avec le composant des consommateurs qui serait plus large. Donc, le total nous donne un aperçu de financement plus général, mais nous devons regarder cela de manière plus approfondie dans chaque pays et ça nous donne un sens de si le financement répond à la croissance dont on a parlé. J'ai une autre diapo qui a beaucoup plus de détails sur la méthodologie et comment on peut avoir ces contributions totales. Nous n'allons pas en parler maintenant. Nous y reviendrons si nous avons plus de questions. Le but aujourd'hui était vraiment de vous donner des amuse-bouches. Comme Amélie a dit, il y a beaucoup plus d'informations sur l'analyse régionale. Il faut la regarder. Nous avons beaucoup de ressources additionnelles en ligne. Maintenant, je veux passer la parole à ma collègue Yacine Baye. Désolée, je ne l'ai pas présentée au début. Yacine travaille de manière acharnée sur les rapports de mesure et avec toutes ces ressources avec mes collègues de Track 20. Et bien sûr, elle est sur la FP 2030. Elle va décrire les ressources en ligne qui sont disponibles, là où vous pouvez trouver plus d'informations en ce qui concerne les données. Je vous passe la parole, Yacine. Merci beaucoup, Jason, et bonjour à tous. Je m'appelle Yacine Baye et je suis l'associée sur l'équipe de mesures de données de FP 2020. Je suis très contente de présenter les mesures de rapport cette année. Ces ressources sont mises à jour chaque année avec le Track 20, l'équipe Track 20. Je veux aussi souligner que la FP 2030, la panéliste des données, elle est très involucrée dans la production de toutes ces ressources. Pour bien voir tout le rapport, visitez fp2030.org/progress. Vous allez trouver plus d'informations sur les composants présentés durant ce webinaire et assurez-vous de rafraîchir la page
ou vous pouvez nous contacter sur info@fp2030.com. Si vous avez des problèmes, vous allez voir les données, les fichiers et le table de bord en tant que supplément pour nos analyses. Maintenant, nous allons parler de l'APF, les résumés des indicateurs, qui est développé par le Track 20. L'équipe Track 20 inclut les données pour les pays à revenus faibles et moyens et ça donne des données spécifiques au pays et des indicateurs de la FP 2030. Sur la même page, vous pouvez aussi descendre la liste d'indicateurs pour chaque pays, la prévalence de contraception et aussi, bien sûr, les demandes. Les indicateurs de pays et des fêtes sont disponibles en anglais, français et espagnol. Cette année, nous avons 3 fichiers de données téléchargeables. Le premier sont les tableaux d'estimation que Jason a déjà mentionné. L'équipe Track 20 a développé ce fichier master au général et c'est mis à disposition au public. Cela, c'est pour les indicateurs FP 2030 dans le cadre de mesures rapportées pour les années 2012 et 2022. Les estimations de modèles pour ces pays ont à voir que la prévalence de contraceptifs, les besoins non répondus pour les femmes mariées et non mariées. Le fichier aussi inclut les sources de données utilisées pour les modéliser et chaque indicateur spécifique les sources de données. Nous avons aussi inclus un fichier supplémentaire sur les estimations des données en ce qui concerne les évaluations et les estimations de modèles et les tables d'estimation. Cela inclut les indicateurs que nous avons déjà mentionnés, aussi pour des indicateurs additionnels comme les sources, les méthodes, la formation de modèles et l'indice de cela, la prise de décision et aussi les grossesses non désirées. Notre but en incorporant et reporter ces rangs d'incertitude est pour pouvoir avoir plus de transparence. Finalement, nous avons aussi inclus le fichier supplémentaire sur l'utilisation de la part des adolescents et les jeunes, le fichier dans des estimations sur les adolescents entre les âges de 10 et 29. Les indicateurs incluent la population des adolescents et jeunes, les événements clés de vie et aussi l'âge de grossesse des adolescents. Pour avoir plus de données sur les adolescents, en parallèle à ces tableaux, chaque tableau de ces éléments, nous avons des ressources qui sont fiables et qui se réfèrent à cela. Nous avons commencé, bien sûr, par préparer le rapport de données aux adolescents et des adultes en 2020. Nous avons créé un tableau de bord et c'est un tableau de bord pour visualiser les indicateurs au sein de la tranche des jeunes et des adolescents qui sont sexuellement actifs. Les adolescents peuvent avoir une possibilité de comparer les pages, les tableaux et pour avoir une idée sur les données ou comparer les données des pays concernant les adolescents et les jeunes. La partie clé, c'est que ce graphique utilise ceci par rapport au rapport des Nations Unies pour montrer la tranche d'âge de 10 à 15, de 15 à 19 et puis de 20 à 24 au sein d'un pays. Un autre élément important, ce sont les graphiques des gens, des tranches mariées, des nouveau-nés. Et dans le tableau de comparatif, vous pouvez visualiser les tranches d'âge et comment cela varie de pays à un autre. En fin de compte, les utilisateurs peuvent aussi télécharger ces données du tableau de bord. Ce sont des tableaux qui sont disponibles pour vous, pour vos utilisations. Regardez les profils et puis comparer les pages pour interagir auprès de tous les indicateurs inclus dans le tableau de bord et garder l'œil sur les analyses qui sont fournies. Finalement, nous avons
Bien sûr, notre tableau de données, ce tableau de bord a des indicateurs clés du cadre d'évaluation, prévalence contraceptive. Ce sont les demandes qui sont rencontrées, les objectifs rencontrés. Ce sont les tableaux et les graphiques sont servis pour comparer les données par région et par pays. Vous pouvez aussi regarder l'analyse pour répondre aux questions liées aux données. Par exemple, quel pays a une croissance au niveau de la prévalence des méthodes contraceptives, etc. Finalement, le tableau de bord met l'accent sur les éléments financiers qui sont présentés en conférence de ligne, sur les dépenses locales et puis les décaissements bilatéraux, etc. Nous espérons que vous allez prendre quelques moments pour naviguer ces ressources. Merci de votre attention. Et maintenant, j'aimerais donner la parole encore une fois à Jason pour continuer la discussion sur ce sujet. Merci Yacine pour ce détail. Comme nous avons dit cela sur la boîte à conversation, il y a d'autres ressources par pays qui sont disponibles sur le site web, sur des thématiques diverses. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans la question-réponse. C'est ce que j'ai vu des questions, des perspectives sur la boîte à conversation. Peut-être qu'il y aura des questions qui seront posées. Alors, passons à la section questions-réponses. Regardons ou commençons par Emily. Je sais qu'il y a eu une conversation qui était en train de se dérouler sur le chat, sur les catégories postpartum. Peut-être que vous pouvez dire quelques mots sur cela, sur les opportunités qui se présentent. Je sais qu'il y a de la planification familiale postpartum, mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent dire, qui veulent présenter des informations sur ce volet. Oui. Je suis très enthousiaste de voir que cette conversation a lieu. J'ai déjà écrit le nom de tout le monde. J'ai rédigé, j'ai pris note de tous les noms pour donner une mise à jour sur la période postpartum. Comme Jason a dit, nous avons des communiqués sur le site web. Ils sont disponibles par rapport à cette thématique. Voilà. Ce sont des données qui sont disponibles à travers des sondages, des interventions. Nous avons le maximum de pays possibles. Nous essayons de voir et de s'assurer que nous ne disposons pas uniquement de données, mais que nous avons des composantes relatives à la population, qu'il y a des populations qui sont ciblées par différentes interventions. Cela, nous avons la planification familiale postpartum et des informations sur les adolescents, la tranche jeune, la population jeune. Et puis après, nous avons pour chaque pays un résumé de ce que nous pensons pourrait représenter une opportunité sur le court terme par rapport à l'utilisation des contraceptifs et puis les ressources qui sont ciblées par population ou par intervention. Nous avons essayé de mettre à jour cela aussi que possible. Peut-être que nous avons cela une fois ou deux fois par an. Ils sont disponibles pour aussi de pays possibles. Nous avons des commentaires qui ont été posés par rapport à ce volet. Nous n'avons pas de source consistante de données que nous pouvons tirer de chaque pays. Il faut absolument rentrer en profondeur dans les données de chaque pays pour que les choses soient standardisées. Et l'objectif, c'est d'avoir une consistance et d'avoir des données à travers autant de pays possibles. Nous avons certains pays qui les ont utilisés. Peut-être que nous pouvons présenter une mise à jour pour continuer cette conversation sur les données vers l'avant. Il y a des percées dans le chat que j'ai vu dans la boîte à conversation. Essayez de voir ce qui est fait déjà. Et puis, peut-être la prochaine fois que vous allez consulter ce thématique, il y aura plus de données disponibles. Il y aura une question aussi sur la planification familiale concernant l'avortement. Est-ce que vous avez des données, des communiqués concernant cette thématique? Bon, je n'ai pas mentionné cela. Malheureusement, nous n'avons pas des ressources standardisées qui pourraient être comme quelque chose de consistant, de comparable, mais nous n'avons pas été en mesure de faire cela jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci encore une fois à PIGO et aussi qui a mentionné que nous avons des choses sur la planification familiale, sur les post-avortements et que nous n'avons pas couvert ces thématiques.
Merci pour d'avoir reporté cela et d'avoir confirmé cela par rapport à l'avortement. Nous allons continuer à bouger pour regarder les questions liées aux données. J'ai essayé de pouvoir tirer quelques réponses à certains de nos présentateurs, intervenants. Il y a une question posée concernant les décaissements relatifs aux bailleurs de fonds. Est-ce que est-ce que les chiffres ont été ajustés par rapport à l'inflation? Merci beaucoup par rapport à cette question. Là, rapidement, non, mais il y a des raisons spécifiques pourquoi nous ne faisons pas cela. Premièrement, nous allons commencer par faire le suivi par pays récipient. C'est un défi majeur. Nous essayons de donner le maximum de soutien possible. Puis après, nous avons des programmes globaux, régionaux qui justifient l'enveloppe et qui financière. On ne peut pas avoir un aperçu général par pays. Est-ce que chaque bailleur de fonds fournit en parallèle à cela, en vue de calculer l'évaluation par rapport à l'inflation? Il faudrait regarder là où les bailleurs de fonds dépensent de l'argent. Par exemple, un bailleur de fonds X est en train de conduire un pays dans un programme dans 10 pays. Il faudrait regarder le montant global par pays, voir là où les biens et services ont été procurés, pourquoi et quelle est l'inflation, le taux d'inflation dans ce pays, quel est le taux d'échange du pays bailleur de fonds au pays récipient. Donc, on peut avoir une inflexion, haute inflexion dans un pays Y, mais peut-être que le bailleur de fonds, bien sûr, la monnaie du pays ou du pays donateur est élevée. C'est un défi majeur. Il faudrait absolument regarder tous les bailleurs de fonds, les différents pays où ils sont impliqués, les fluctuations, les monnaies. Et c'est une tâche assez encombrante, pour ainsi dire. Je suis désolée, nous n'avons pas d'éléments par rapport à cela. Peut-être que nous allons prendre cela en considération. Si vous avez des perspectives à offrir en ce sens, faites-le sans hésiter. C'est une question extraordinaire, pertinente. Merci de l'avoir posée. Merci Adam, merci pour la réponse. Deux questions pertinentes, une concernant l'inflation et puis sur les pays donateurs récipients. Ceci, quand j'ai présenté et quand j'ai posé la question sur les dépenses générales et puis les composantes locales, il est important de regarder chaque composante au niveau du pays. C'est difficile de faire la chose ainsi parce que nous avons des dépenses locales, puis nous avons l'aperçu général du bailleur de fonds, le financement dans un pays qui devient difficile. Et j'ai vu que quelqu'un a posé la question, Christina Lasway a dit, est-ce qu'il y a des dépenses en poche pour LMIC? Peut-être qu'on aimerait plus de clarification sur ce sujet. Nous n'avons pas d'estimation par pays. Notre estimation et aussi les décompositions financières par rapport à l'estimation de pays à travers les proxys. Nous n'avons pas et nous ne produisons pas les dépenses en poche du pays en question et les données. Nous continuons d'améliorer ce côté, mais ça reste imparfait. Quand nous regardons cela par pays, dans la composante bailleur de fonds, pays, récipient, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire à travers le pays et puis produire un tableau de données pour ainsi dire. C'est quelque chose qui doit être fait au niveau du pays. Quand nous sommes partenaires dans un pays, nous avons les gouvernements, puis les bailleurs de fonds doivent s'asseoir ensemble pour essayer de fournir ces défis, pour transcender ce défi. Il y a tellement de questions à ce niveau. Je vais tourner mon attention à Émilie parce qu'il y a une question importante concernant la taille de la famille. Nous avons parlé de l'espace, des restrictions. Il y avait une question concernant l'information du gouvernement ou des campagnes ou les tailles de projets. Je sais que vous avez déjà parlé de certaines analyses concernant le passé, ce qui a été fait sur l'utilisation des contraceptifs
ou la taille familiale, la taille de la famille en question? Vous avez des choses à dire? La question était la suivante, l'impact de l'intervention du gouvernement. La première des choses est d'essayer d'avoir cette transition et de porter notre attention sur une intervention spécifique, pas nécessairement sur qui met en place. Si vous prenez la part du gouvernement, il y a de la documentation sur l'impact de la demande des activités génératrices de revenus. Par exemple, des choses comme l'impact sur les mass médias, sur l'utilisation des contraceptifs. Ce n'est pas nécessairement sur les changements et le nombre idéal d'enfants. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études, mais l'étude n'est pas assez large et les ressources ne sont pas assez importantes pour fournir voilà des résultats généralisés. Mais si vous avez des impacts sur cela, il y a des informations disponibles en ce sens qui met l'accent sur les interventions qui ont été offertes à ce niveau. Ce que nous faisons, c'est que nous allons mettre un lien sur le lien. Ça va vous donner des informations à ce niveau. C'est un lien qui va être acheminé vers la boîte à conversation. Merci beaucoup, Samu. J'apprécie la réponse par rapport à ce niveau. Je vais juste fournir une revue ou une vision générale. Christine a posé la question suivante. Voilà le tableau de bord sur les États fragilisés. C'est une question sur la sélection de ces États selon des critères. Je vais dire que c'est une opportunité extraordinaire pour l'année à venir. C'est une opportunité qui est voilà, relative à ce tableau de bord, à la visualisation de données. Nous avons un lien vers cette question. Nous sommes en train de mettre à jour cela. Nous avons une opportunité de faire cela. Et puis, nous allons regarder les façons différentes de représenter les données et de regarder les méthodes qui sont fournis, des indicateurs à la population jeune. Nous avons hâte de mettre à jour ces données et nous avons une sélection de pays qui a été selon les régions, mais on pourrait faire cela selon des revenus faibles ou des pays à revenus faibles ou à moyen revenu. Ce sont des catégories qui changent sur une base annuelle. Ça peut être difficile de rester en contact, surtout par rapport aux États fragilisés. Merci d'avoir élaboré cette suggestion. Nous allons la prendre en considération alors que nous mettons en place notre tableau de bord et visualisation de données et de travail avec le TRAC. Nous avons certainement avoir plus de ressources sur le TRAC 2030 et sur le tableau d'indicateurs à travers ces tableaux de bord et visualisations. Adam, il y avait en fait une autre question. Je crois que vous avez déjà répondu sur si le coût, bien que si les chiffres ont vu un déclin ou sont les mêmes. Je crois que vous avez déjà répondu, mais je voulais juste voir si vous pouviez clarifier. Oui, bien sûr, on ne peut pas vraiment évaluer cela. Et quoique le financement était le même, ça dépend aussi de ce qu'on a acheté ou pas, l'inflation dans chaque pays, la valeur de la monnaie, s'il y a eu des changements dans ce pays aussi. Donc, de la part des bailleurs des fonds, cette année, le financement n'a pas vraiment incrémenté, mais on a vu beaucoup plus de valeur et plus de demandes de services dans ces pays. Et donc, on a pu faire plus. D'un autre côté, si le taux d'inflation qui était tellement haut et les échanges de monnaie n'ont pas vraiment fluctué, là, ils n'auraient pas pu acheter autant. Donc, c'est une question assez difficile à répondre, honnêtement. C'est une bonne question, je n'ai pas de réponse, mais tout ce qu'on peut faire, c'est reporter sur les tendances et les montants généraux de chaque pays. Donc, en ce qui concerne ces montants en dollars, nous prenons cela en considération dans nos pays comparé à d'autres gouvernements bailleurs de fonds. C'est pour ça que je souligne qu'en 2015-16, le fait que le dollar américain
avait augmenté en valeur contre toutes les autres monnaies. C'est un point assez saillant, mais nous ne pouvons pas vraiment évaluer là où la monnaie se dirige en ce moment. Donc, encore une fois, c'est une très bonne question. Je ne peux pas vraiment répondre. J'espère que je vous ai donné plus de clarification. Je peux parfaitement continuer cette conversation ici ou n'importe qui veut partager ses expériences et opinions. Merci. Merci, Adam. Peu importe la vraie valeur du financement des bailleurs de fonds, ce que nous savons certainement est que le financement de la part des bailleurs de fonds n'est pas en train d'augmenter à la même cadence que l'utilisation des contraceptifs et aussi les femmes à âge de reproduction. Donc, nous voyons un financement qui ne monte pas, qui reste le même, mais nous voyons bien sûr plus d'utilisateurs de contraceptifs, mais cette augmentation en utilisation qui est le plus rapide se passe en fait dans ces pays qui maintenant dépendent le plus des bailleurs de fonds. Je ne sais pas si, Ryan, nous avons besoin de faire les calculs pour comprendre les implications. Particulièrement, nous savons que ces chiffres vont continuer à augmenter. Nous savons que les taux de femmes qui veulent utiliser ces méthodes augmentent et ça crée une image un peu de ce qu'on dit là. C'est un défi en ce qui concerne le financement de l'APF. Comment est-ce que nous allons pouvoir répondre à ces utilisations croissantes? Et je crois que les défis de 2030 et ça, et de travailler avec tous les partenaires pour mieux comprendre cela. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. Puisqu'on parle de financement, il y a quelques questions ici que je vois sur les dépenses des consommateurs. Donc, ces dépenses personnelles qui sont généralement englobent quelques sources et données parce que Average Health a acheté des données de Koya, qui est vraiment le rapport général qui est disponible et ils le font avec RHC et donc ils créent des estimations des montants personnels qu'il faut payer pour recevoir ces services. Cela peut provenir d'un prestataire privé et que ça pourrait être potentiellement pour quelques frais et aussi dans le secteur public. Et donc, cela représente des dépenses personnelles. Nous avions parlé de la visibilité des FP. Émilie, c'est quelque chose sur laquelle vos collègues sont en train de travailler. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur cette évaluation de visibilité sur le site que les familles peuvent utiliser? Oui, comme Jason a déjà mentionné durant cette partie de la présentation, ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir bien fonctionner, avoir des données qui sont suffisantes pour beaucoup de pays. Dans le rapport annuel, on voit combien d'argent a été dépensé de manière domestique, mais nous n'avons pas encore la possibilité de voir d'autres informations et collecter ces données. Donc, nous sommes dans le processus de pouvoir répondre les manières dont ces informations sont disséminées. Comme ça, quand nous aurons cette analyse dont Jason a fait allusion tout à l'heure, c'est une manière pour nous d'avoir un document normatif ou de normes qui aurait l'information sur les catégories de dépenses. Le moment qu'on arrive à ce chiffre, donc restez à l'écoute. Nous savons que c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons. Il y a beaucoup d'informations dedans. Donc peut-être le mois prochain, comme le PPFP dont on a parlé tout à l'heure, sera plus disponible pour que les gens puissent avoir accès à ces données de manière régulière dans tous ces pays. Merci, Émilie.
Ah, je vois une question ici que je veux poser à Dr. Samu. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Il y a quelqu'un qui a posé une question. C'est simple, en fait. Et c'est, est-ce qu'il y a un centre pour l'APF au Nigeria? Je ne suis pas sûre si je comprends la question, mais peut-être que vous pouvez dire quelque chose sur nos hubs et les zones les plus neuves en Abuja. Merci beaucoup pour cette question. Nous n'avons pas nécessairement en ce moment une présence dans chaque pays, la FP23, mais ce que nous avons fait est que nous avons montré une nouvelle architecture dans chaque hub. Donc au Nigeria, nous avons un hub qui représente l'Afrique de l'Ouest qui est basé à Abuja. Nous couvrons la région, mais le pays qui est le hôte de cela est le Nigeria. Donc, notre hub en Afrique, il est au Kenya et Nairobi, en Asie, dans le Pacifique par IPPF, Kuala Lumpur. Et maintenant, nous allons présenter les hôtes pour l'Amérique latine et les Caraïbes, le hub qui sera dans les prochaines 2 semaines, en fait. Donc, gardez à l'esprit que Yacine et Jensen sont en train de travailler sur le hub à Washington, D.C. On est hôté par la Fondation des Nations Unies, bien sûr. Encore une fois, c'est pour répondre aux besoins que nous voyons sur le champ. Donc, nous parlons de leadership de pays pour même de ces pratiques dont on parle, menées par ces pays et qui sont connectés de manière mondiale. Et nous espérons que cela va marcher. Merci beaucoup. Merci, Samu, pour cette mise à jour. Très, très, très content d'avoir ces hubs qui travaillent toujours, en particulier le nouveau qui va être aux Caraïbes et l'Amérique latine, là où Emily a signalé que nous n'avons pas beaucoup de pays à revenus moyens et bas, mais nous avons un webinaire. Je crois que ça sera le 22 février. Vous pouvez me corriger si je me trompe, mes collègues. Nous allons essayer de regarder cette région pour déterminer quelle région nous devrions couvrir. Peut-être qu'on aurait une dernière question. Je vois Halima, notre collègue de Tanzanie, qui a posé la question sur les tendances des jeunes en Afrique. Émilie, je sais que vous avez déjà parlé des tendances sur votre présentation, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur ce thème? Oui, très bonne question, Halima. Donc, je pense que si vous avez à choisir une phrase plus générale avec des tendances positives en ce qui concerne l'utilisation des contraceptifs entre les adolescents, je pense vraiment que pour un petit sommaire, cela serait vrai. Mais je crois que c'est une variation de qui est-ce que ces tendances ont un impact sur qui ils ont un impact. Et je crois que c'est une tendance positive et nous voulons bien sûr ajouter les pays sur ça. Donc, ça dépend vraiment des niveaux de messages que vous cherchez. Je pense que vous pouvez choisir de ces 2 options. Donc, une approche assez généralisée, positive, et puis ajouter des nuances qui montrent vraiment des variations régionales qui prennent ça plus en considération. Merci, Émilie. Et bien sûr, beaucoup de profondeur, opportunités pour explorer ceci et d'autres régions aussi dans le futur. Encore une fois, Émilie a vraiment fait cet appel pour ce focus thématique les années prochaines. Je dirais que faut prendre des vacances pendant 2 semaines avant de commencer ce processus, encore une fois, et commencer à travailler
sur le Track 20 MNI. Nous allons agréger plus de données. Nous allons les collecter pour notre atelier annuel. Dans quelques mois, nous allons prendre une petite pause sur les visualisations du travail et puis on va recommencer encore une fois pour travailler sur le rapport de mesure de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Comment est-ce que nous pouvons rendre ces analyses régionales qu'ils aient plus de valeur pour la communauté? Et nous sommes toujours en train de chercher les moyens pour améliorer les groupes de travail. Nous sommes toujours en train d'explorer les frontières de mesure, là où il faut faire des améliorations. Quelques produits et nouveaux indicateurs, nouveaux rapports sont le résultat des réflexions de la part de la communauté. Et donc, nous allons chercher notre inspiration de votre part pour les frontières et bien sûr, nous avons hâte d'améliorer nos mesures et améliorer la disponibilité de nos données et encourager et promouvoir l'utilisation de ces données. S'il vous plaît, vous pouvez nous dire ce dont vous avez besoin pour avoir de l'appui, le Track 20, le PFF, FP 2030, tous les partenaires qui font des sondages, qui sont engagés et nous allons faire de notre mieux chaque année pour fournir à la communauté ces données agrégées. Je pense que avec cela, Sama, est-ce que vous voulez dire des mots de clôture? Merci beaucoup, Jason. J'étais justement en train de mettre sur le chat mon appréciation pour tout le monde qui a pris le temps aujourd'hui pour nous joindre aujourd'hui quand on lance ce rapport, spécialement les données. Je vois beaucoup de questions sur les données des adolescents et les instructions sur la PF. Ce sont des domaines que nous voulons répandre. Nous voulons notre point d'avantage, que ce soit les hubs et la présence dans ces pays avec nos partenaires. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir un 2023 incroyable, qu'on puisse fermer toutes les lacunes dans ces rapports, dans toutes les zones et toutes les manières dont nous pouvons tous recevoir plus de financement pour pouvoir avancer. Ayez une bonne journée et on a hâte d'avoir plus de partenariats avec vous pour avoir un développement durable et que tout le monde ait accès à la planification familiale. Merci à tous. Au revoir.